Il a reçu notre équipe. Jean-Luc Mélenchon, merci d'être l'invité de LCI. Leader de la France Insoumise, député de Marseille, nous y sommes. Vous avez aussi écrit ce livre. Et ainsi de suite, un procès politique en France, c'est chez Plomb. On va en reparler bien évidemment. Vos interviews sont de plus en plus rares, donc merci d'être avec nous. Oui, je fuis une certaine ambiance médiatique que je trouve trop conflictuelle et peu propre à répandre des idées. Et je n'en ai plus le goût. Mais comme beaucoup de mes amis dorénavant sont présents sur les plateaux, ça me donne l'occasion, moi, de me concentrer. Voilà. Ici, merci d'être venu à Marseille, j'y tenais, parce que je veux aussi qu'on voit cette ville dans ce qu'elle a de beau et de cette beauté qui rayonne, alors que c'est souvent une ville qui est un peu moquée. Hein. Je n'ai jamais compris pourquoi. Moi, j'ai toujours été frappé par sa splendeur et j'espère que vous l'êtes, vous autres, les téléspectateurs qui apercevez le vieux port derrière moi. J'en viens maintenant à une actualité plus dramatique, l'attaque, la tuerie à la préfecture de Paris. Et tout simplement, je voudrais connaître votre réaction. D'abord, comme je crois beaucoup de gens, j'ai été sidéré par l'idée, l'image de ces pauvres vies foudroyées. Ce sont des gens jeunes, en pleine activité, qui ont été assassinés dans un acte de démence, parce que peu importe quel est l'habillage des mots autour de cet acte, c'est un acte de démence. Poignarder des gens, les égorger, c'est abominable. Et évidemment, je crois que tout le monde pense d'abord aux familles et aux morts, avant toute autre chose. Ensuite, bien sûr, il y a des problèmes qui surgissent, mais je crois qu'il ne faut pas non plus qu'une certaine agitation nous fasse oublier l'aspect humain de ce dont nous parlons à cet instant. Il y a le Premier ministre qui a réagi dans les colonnes du journal du dimanche et il annonce 2 inspections au sein des services de renseignement. Estimez-vous que la réponse de l'exécutif est à la hauteur? Je suis persuadé qu'ils sont aussi sidérés que tout le monde l'est, jusque dans la préfecture de police. Mais je crois qu'il y a vraiment un problème dans la façon dont est organisée la police dans ce pays, parce que on avait déjà vu que les doctrines d'emploi de la force débouchaient sur des violences absolument inouïes. 25 personnes qui perdent un œil. Ici, nous sommes 5 mains arrachées. Ici, nous sommes à Marseille. Et Mme Zineb Redouane a été tuée par un tir je ne sais plus de quoi, d'ailleurs, si c'est une grenade de désencerclement ou une balle en caoutchouc. Elle est au 4e étage. Elle a donc été visée délibérément. Il y a de cela à peine 15 jours, avant même qu'une manifestation très bon enfant et familiale s'ébranle, il y a eu des tirs. Donc on voit qu'il y a une doctrine d'emploi qui est discutable, puisqu'elle aboutit à un résultat qu'on n'avait jamais connu auparavant dans l'usage des forces de police. Et puis maintenant, on découvre que l'organisation interne elle-même de la police pose problème, puisque on aura, si on en croit les derniers bruits qu'on a, recruté et admis quelqu'un qui présentait de graves troubles mentaux et peut-être des adhésions idéologiques qui posent problème, qui circulaient comme ça en plein milieu d'un service de renseignement qui précisément est voué à observer ce genre de type de comportement dans la société. Donc je crois qu'il est l'heure d'un grand ménage, d'une grande réorganisation de tout ce qui touche à la police dans notre pays, à son fonctionnement, pour le rendre d'abord vivable pour ceux qui sont dedans, parce que quand on parle de policiers épuisés, c'est vrai, leur colère, elle est fondée. Moi, j'ai quelques divergences avec leurs dirigeants syndicalistes, mais on n'est pas au point d'oublier ça. La surcharge et des doctrines d'emploi qui posent problème à beaucoup d'entre eux, parce que je connais plein de policiers qui ne sont pas contents de ce qui se passe. On va y revenir, bien sûr. Je reste juste un petit peu sur ce qui s'est passé à la préfecture de Paris. Édouard Philippe maintient sa confiance, redit sa confiance dans le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous le regrettez? C'est une erreur de sa part. Monsieur Castaner a passé le plus clair de son temps à se défiler de ses responsabilités. Et vous voyez, la police est un corps d'autorité. Donc il faut que ceux qui lui donnent des ordres soient obéis, et il faut que ceux qui appliquent les ordres ne soient pas ensuite tenus pour responsables des ordres donnés par les politiques. J'espère qu'on me comprend. La responsabilité de tout ce qui ne va pas dans la police va aux politiques. C'est comme ça. Alors on peut trouver ça déplaisant, mais dans ce cas-là, il ne faut pas accepter d'être ministre. Le ministre est le chef de son service, de son administration. Donc M. Castaner doit assumer les actes qui ne vont pas, qui ne conviennent pas à l'idée qu'on se fait de la police républicaine. Et donc démissionner selon vous? D'après moi, oui, il n'est pas à sa place là. Depuis le début, il est à côté de ses souliers. Soit les ordres qu'il donne sont appliqués d'une manière incohérente, soit ce que nous voyons est ce qu'il a décidé. En toute hypothèse, c'est lui qui est responsable de la situation. Ça, c'est la règle du ministre.
le ministre est le chef de son administration et donc il répond politiquement. Sinon, les fonctionnaires ne peuvent pas être tenus pour responsables des ordres qu'on leur donne. Soit ces ordres ne sont pas acceptables et ils s'en retirent, soit ils les appliquent, mais alors c'est à la politique d'assumer la responsabilité. C'est ça un État républicain, si vous voulez, c'est pas une machine froide, c'est une machine dans laquelle il y a un responsable, le chef de l'administration, M. Castaner, est responsable des innombrables dysfonctionnements qu'on observe dans la police depuis le début du mandat. Et au-delà de sa dernière question sur ce sujet, il faut une commission d'enquête selon vous, parlementaire? De toute façon, la droite a décidé de la déposer, donc il y aura un insoumis qui en sera membre. Ça va être un petit peu compliqué leur affaire parce que la commission d'enquête va recouper exactement le champ de l'enquête judiciaire et administrative. Donc le plus souvent, nous serons sans doute tenus à l'écart du champ spécifique de l'événement qui a eu lieu. Mais bon, il n'y a jamais trop de commissions d'enquête parlementaires. C'est bien que les parlementaires reviennent sur tous ces sujets. Et donc, bon, on sera là. Mais si ça doit servir à rien, il vaudrait mieux éviter. Et il vaudrait mieux qu'on ait un travail plus complet sur l'organisation de la police, parce que là, nous avons des idées particulières, les insoumis, à développer sur la façon d'utiliser la police, sur la façon d'interdire certaines armes, parce que nous sommes pour l'interdiction des grenades de désencerclement et des balles en caoutchouc qui ont éborgné 25 personnes dans ce pays et enlevé la main à 5 autres. On va reparler de la police dans quelques instants. Oui. Je voudrais maintenant aller vers Rouen. C'est un sujet très concernant pour les Français qui en inquiètent beaucoup. Oui. Comment vous qualifiez ce qui s'est passé là-bas avec l'incendie de l'usine Lubrizol? Ah, c'est une alerte maximum qui doit retentir dans tout le pays, parce que des sites qualifiés Seveso, c'est-à-dire présentant des risques chimiques en cas d'explosion ou d'incendie, il y en a partout. Et puis, leur localisation a changé, parce que certains sites étaient au début installés en périphérie des villes, et dorénavant, les villes s'étant développées, ils sont complètement dedans. Sans oublier aussi certaines artères dangereuses. Je prends l'exemple de l'autoroute A6 au sud de Paris, où passent tous les jours des dizaines de bombes roulantes. Donc il faut revoir les usines Seveso, leurs emplacements, Alors le je crois que la commission d'enquête, nous on proposait, les insoumis, les députés insoumis, qu'il y ait une commission d'enquête à l'Assemblée nationale. Bon, pour finir, la majorité a préféré une commission d'information. Bon, soit on participera à la commission d'information. Mais il y a une commission sur les sites Seveso qui a été installée par le Sénat. Et vous avez vu que dans le passé, le Sénat s'est montré très actif, très vigilant. Et là, il a assez habilement étendu son enquête à l'ensemble des sites Seveso du pays. Et ça, je crois que c'est une bonne chose. Maintenant, il y a quelque chose qui est tout à fait clair, c'est que dès lors qu'un site est qualifié de Seveso, il correspond à une fourchette de risque. Il est donc absolument absurde de croire qu'il puisse y avoir un incendie dans un site Seveso sans qu'il y ait un problème grave. Justement, quelles erreurs, selon vous, ont été commises dans la gestion de la crise, dans son analyse peut-être aussi? Alors, dans les gestions de crise de cette nature, il y a toujours une grande expectative de la part des pouvoirs publics, qui craignent qu'une panique exagérée ne provoque des incidents encore plus graves que l'incident lui-même. Mais je crois que le devoir de vérité est toujours préférable à la dissimulation. Par exemple, dire qu'on ne sait pas quels sont les produits qui étaient dans l'usine est évidemment un mensonge. Pourquoi? Le gouvernement a menti, selon vous? Écoutez, je ne veux pas résumer une phrase, après on ne parlera plus que de ça. Mais il est clair que la liste des produits était connue dès la première heure. D'abord parce que le propriétaire des lieux doit déposer cette liste, donc il l'a lui-même. Deuxièmement, parce que le service départemental d'incendie ou de secours dispose de cette liste, sinon il ne pourrait pas intervenir. Et la préfecture, sans doute aussi, pour les sites Seveso de Normandie. Alors, j'adjure qu'on tienne compte de tout ça pour la suite. En particulier, je voudrais dire que dans toute la vallée du Rhône, où vous avez un nombre si grand de sites chimiques, conjointement à des sites nucléaires, nous avons là une situation qui mériterait qu'on se mobilise mieux. Ici, dans les Bouches-du-Rhône, on a 25 sites qui sont dans la région, qui sont des sites Seveso. Donc les gens ont légitimement le droit de poser des questions et d'avoir des réponses sérieuses. Autre grand sujet de société, c'est la procréation médicalement assistée. Vous avez prononcé un discours dans l'hémicycle qui a été remarqué, même salué, parfois même par certains de vos détracteurs. Vous avez dit de la PMA, c'est une révolution du principe de la filiation qui proclame que le patriarcat est fini. Que dites-vous à celles et ceux qui continuent à descendre dans la rue pour s'y opposer malgré tout? Qu'ils ont raison de le faire si cela correspond à leurs opinions profondes. Ce ne sont pas les miennes. Mais pour autant, j'estime que sur des sujets comme ça, nous sommes à la limite du politique et du philosophique. Donc ce n'est simple pour personne, je préfère le dire. Et dans ce type de situation, il vaut mieux convaincre qu'infliger.
Et je comprends que beaucoup de gens soient choqués, parce que ça va contre une intuition, contre des traditions millénaires. Mais ce que j'ai voulu dire dans mon discours, c'est qu'il faut bien comprendre que le principe de la filiation, c'est-à-dire qui sont les parents de qui, c'est comment dire, un résultat toujours culturel. Il y a une époque, il y a un type de relation. Ça n'a pas toujours été pareil dans l'histoire. Et par conséquent, nous devons regarder avec une certaine tranquillité le fait que nous créons un nouveau type de filiation. Bon, par exemple, quand on a créé l'adoption, aussi c'était un type de filiation qui n'avait rien à voir avec la vérité biologique, comme disent certains. Hein. Pourtant, ce sont bien des parents et des enfants. Et personne aujourd'hui ne dit « Ah ben l'adoption, c'est pas une vraie filiation ». Donc je plaide pour qu'on fiche la paix aux gens, notamment aux enfants qui se trouvent nés dans ces contextes. Quand ce sont des contextes aimants qui ont contribué à leur développement, eh bien tout va bien. À quoi bon aller accrocher des pancartes aux gens ? Comme autrefois, on disait les enfants naturels, vous savez, alors, quand c'est des enfants qui n'avaient pas de père. Alors, parce qu'ils en avaient un, bien sûr, mais ils n'étaient pas connus. Je suis pour qu'on accepte l'idée qu'une nouvelle filiation est créée, et par conséquent, pour une fois dans l'histoire de l'humanité, pour une fois, deux femmes peuvent se déclarer parents d'un enfant sans qu'il y ait un père. Je dis bien parents. Substituons le concept de parentalité à celui de bipaternité en quelque sorte. Une mère, un père, bon, il y a des situations, à vrai dire, très limitées, c'est pas le très grand nombre, mais c'est une petite source de bonheur. Et pourquoi la refuser? Il y a beaucoup de manifestants qui sont dans les rues contre la PMA, qui sont en fait contre la GPA. Vous êtes contre la GPA vous aussi. Est-ce que vous estimez que les digues sont suffisantes, celles mises en place par le gouvernement? Ça dépend de... Vous savez, les digues, ça tient à ce que tiennent les gens qui les tiennent. Hein. Bon, alors, pour qu'on comprenne, la PMA, c'est la procréation médicalement assistée. Donc ça, c'est une technique qu'on connaît depuis toujours et qui ne pose aucune difficulté technique particulière. C'est pour ça que qu'est-ce que ça venait faire dans une loi bioéthique, j'ai trouvé ça un peu curieux, mais enfin, puisque c'est là, traitons-le comme ça. Mais la GPA, c'est autre chose, c'est la gestation pour autrui. Et là, nous sommes dans une grande difficulté. Ça ne sert à rien de le cacher. Quelle difficulté? Des gens comme moi n'acceptent pas l'idée qu'on utilise le corps des femmes pour produire des bébés contre salaire. Voilà. Souvent les plus précaires, c'est ce que vous pensez? C'est toujours, évidemment. Je l'ai dit et je le redis devant vous, le jour où on me montrera une milliardaire qui fait un enfant par un don d'amour à une femme dans un bidonville, j'accepte de reprendre la conversation, mais ça ne s'est jamais produit. Et en effet, il y a des pays où non seulement ça va être un moyen de subsistance pour des femmes en situation d'extrême précarité, et puis il y a même des pays où on découvre qu'il y a des femmes qui sont obligées. Enfin, c'est affreux. Et puis c'est surtout l'idée que le corps puisse être quelque chose qui se marchandise. En France, par exemple, les dons, tous les dons sont gratuits. Don du sang, don du sperme, don d'un organe, c'est gratuit. Pourquoi? Parce qu'on considère que nous sommes en situation de similitude humaine, de condition humaine, et que donc chacun vient à la rescousse de l'autre gratuitement, parce que c'est un devoir fondamental. Alors imaginez qu'on va produire des enfants avec le corps des femmes contre de l'argent, c'est quelque chose qui choque notre conception de la dignité des femmes et des hommes, parce qu'une société dans laquelle il y a des hommes qui acceptent que les femmes soient traitées de cette manière-là ne m'inspire pas beaucoup de respect. Voilà, donc moi je suis contre la GPA, mais la difficulté, on la connaît, c'est que les enfants qui sont nés de cette manière-là et qui sont en France, ils ont aussi le droit d'avoir des parents. Et leurs parents ont le droit, lorsqu'ils sont malades ou lorsqu'il y a une situation de difficulté, de se présenter en disant « mais nous sommes les parents, donc nous veillons sur cet enfant, nous nous en occupons ». Il y a là une grande difficulté. Les accords internationaux nous font obligation de reconnaître la parentalité dans ces cas-là. Alors c'est une contradiction. Comment peut-on être à la fois contre la GPA et pour la reconnaissance de la filiation? Mais des fois, il faut se faufiler au milieu de tout ça. Ce n'est pas une affaire de digue, c'est une affaire de clarté des principes et de volonté philosophique et politique. Et peut-être que ces mots se prêteront à l'autre dossier qu'on va ouvrir là maintenant, c'est celui de l'immigration. Est-ce que ce sujet est tabou, Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que ce débat mérite d'être mené? Emmanuel Macron dit qu'il faut regarder le sujet de l'immigration en face. Oui, ça, ce sont les paroles verbales qui permettent d'emballer la propagande. Le sujet n'a jamais été tabou. Enfin, écoutez, on en a à la cadence de quasiment une loi par an sur les conditions de l'immigration. Alors comme sujet tabou, il y a pire. Hein. Non, c'est une manière prétentieuse de dire « Ah ben ça y est, avant moi, personne n'avait rien fait, on va en discuter maintenant ». Si, il y a des lois sans arrêt. Et d'ailleurs, personne ne les évalue. Hein.
Personne ne s'est soucié de savoir ce que tout ça avait donné, tout ce qu'on a décidé pendant des années. Moi, je sais que ça a donné beaucoup d'aberrations, qu'on se retrouve à être un des pays qui embastille le plus facilement. Aujourd'hui, savez-vous que nous avons 193 enfants dans ce pays qui sont dans un centre de rétention pour 90 jours. Bon, on finit par s'habituer à une forme de violence que moi je trouve insupportable. Alors, le sujet de l'immigration peut être traité comme tous les sujets, il n'y a pas de problème, mais pas avec des fantasmes, pas avec des histoires à dormir debout, ou qui aboutissent sur des absurdités, c'est-à-dire qu'à la fin, on ne sait plus quoi faire. Alors justement, Emmanuel Macron, toujours, il dénonce les postures dans lesquelles nous sommes enfermés entre bonne conscience et faux dur. Il dit les bourgeois n'ont pas de problème avec cela, ils ne la croisent pas, les classes populaires vivent avec, la gauche n'a pas voulu regarder ces problèmes pendant des décennies, les classes populaires ont donc migré vers l'extrême droite. C'est extrêmement, comme d'habitude, ça fait partie de ces phrases insultantes qui lui échappent. Pardon, mais les milieux populaires ne sont pas confrontés. Ils vivent avec des gens de tous horizons. Vous voyez, cette ville, Marseille, existe depuis 2600 ans. Elle a été fondée par des migrants et des autochtones gaulois, des migrants grecs et des autochtones gaulois. Donc franchement, qu'est-ce que ça veut dire de parler comme ça ? Qu'une personne qui vient d'ailleurs est nécessairement une charge, quelqu'un qui vous dégoûte ou qui... Ce n'est pas vrai. Les gens vivent beaucoup plus facilement entre eux. Alors il y a des formes de comportement qui ne sont pas supportées, mais ces formes de comportement inadaptées, elles sont dans toutes les variétés de population. Je voudrais qu'on arrête de parler sur ce ton, parce que ceux qui emploient ce vocabulaire sont ceux qui ne connaissent rien à la vie du peuple français. Nous avons tous au moins un de nos 4 grands-parents qui est un immigré. Alors nous avons un devoir de respect à l'égard de nos propres origines. Après, s'il y a un problème, on traite un problème, mais on n'en fait pas un fantasme. Et M. Macron est en train à nouveau d'en faire un fantasme, et il se croit malin parce qu'il pense qu'il va prendre comme ça des voix au Front National, mais il n'y arrivera pas. Au-delà du fantasme, Matignon notamment met sur la table des chiffres avec une croissance de 22% en un an des demandes d'asile, par exemple. Et beaucoup de ces demandes sont liées à des pays sûrs, des personnes venant de pays sûrs. Il faut le remettre en question, ça. Mais il faudrait regarder le détail, parce que, si vous voulez, il y a une manière de présenter des chiffres qui est aberrante, de faire croire à des flux qui n'existent pas. Quand on compare des situations, il faut les comparer sur une base sérieuse, c'est-à-dire voir par rapport à la population totale ce que représente le poids de l'immigration. Si vous voulez, quand il y a 1,5 million de personnes qui rentrent au Liban, ça représente le tiers de la population. C'est pas pareil en France, quand 100 000 personnes entrent par rapport à une population de 65 millions. N'importe qui peut faire vous dites 25% 22% selon des demandes d'asile. Bon, mais par rapport à combien au point de départ? Alors évidemment, on dit 22%, ça paraît énorme, mais ça n'a pas de sens. Il faut le comparer en valeur absolue. Regardez par rapport à d'autres pays, regardez par rapport aux guerres dont nous sommes responsables. Aujourd'hui, la plus grande partie des gens qui demandent un asile politique viennent d'Afghanistan. À votre avis, pourquoi ils s'en vont d'Afghanistan? On y est quand même pour quelque chose. Et vous ne pensez pas, comme le disent certains, puisque c'est ce qu'on entend régulièrement, que c'est ajouter de la précarité à la précarité, parce que du coup on accueille mal et qu'il faut aussi régler cette question pour mieux accueillir. Oui, bien sûr, c'est toujours le prétexte. Ça fait 20 ans que ça dure et que tous les ans on nous dit ça. Mais que faut-il faire? Parce que les gens qui parlent comme ça ont des propositions qui sont le plus souvent incohérentes ou leurs actes n'ont rien à voir avec leurs déclarations. Demandez-vous pourquoi les gens partent. D'abord, qui sont les gens qui partent? Je me rappelle d'une phrase terrible qui disait on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais ce n'est pas toute la misère du monde qu'on accueille. Ce sont les classes moyennes des pays d'immigration. C'est-à-dire des gens qui sont formés. Donc c'est un deuxième vol. On prend leur matière grise quand ils viennent chez nous. Donc la vraie question, c'est qu'il faudrait que les gens ne partent pas de chez eux. Et pour ça, il ne faut donc pas créer les conditions qui les obligent au départ. Je voudrais rappeler que les gens ne partent pas par plaisir. Ils partent parce qu'ils y sont contraints, notamment par les accords que l'Europe fait avec tous les pays d'Afrique, par exemple, ou parce que nous faisons des guerres et qu'ensuite nous refusons d'en assumer les conséquences. Et quand certains disent que des Français souffrent de l'immigration, parce qu'elle pèse sur leur quotidien, qu'elle les précarise, non? Non, alors il peut y avoir bien sûr des situations où on est, comment dire, un peu perturbé parce que les habitudes vestimentaires le samedi et le dimanche ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Je ne vais pas vous dire que ça n'existe pas, mais de là à en faire une histoire, non. Alors ce qui est vrai, c'est qu'une politique sérieuse des flux migratoires doit avoir lieu. Pourquoi? Parce que des dizaines de millions, que dis-je, des centaines de millions de gens vont se mettre à migrer en raison du dérèglement climatique, ou des crises énergétiques et agricoles que ça déclenche. Et ça doit passer par l'Europe ou pas, Jean-Luc Mélenchon, puisque l'une des pistes évoquées, c'est harmoniser les aides au niveau européen?
non, la bonne piste, c'est de se répartir les gens qui arrivent parce qu'ils y sont contraints. On ne le fait pas. On laisse tout sur le dos des Grecs et des Italiens. Ce n'est pas correct. Comme ici, par exemple, c'est le département des Bouches-du-Rhône qui doit prendre en charge tous les jeunes migrants isolés. Avouez que c'est pas juste. Pourquoi? Parce que c'est un port. Et le reste de la France n'aurait pas à s'en soucier. Autre piste évoquée, la question des quotas. Elle n'est pas taboue, dit Édouard Philippe. Il faut arrêter avec ces mots-là. Pas tabou, pas ceci, pas cela. C'est des grands mots. Vous allez mettre des quotas. Bon, très bien. Bonne idée. Allez, faisons des quotas. Et qu'est-ce que vous faites de ceux qui entrent hors quota? Vous les rejetez à l'eau, vous les expulsez? Mais c'est déjà ce qu'on fait. Donc tout ça ne change rien. Le vrai point de départ, moi, ma politique d'immigration, elle est faire que les gens restent chez eux. Donc faire les politiques qui permettent aux gens de rester chez eux. Quand ils sont arrivés ici, il faut les accueillir dignement. Et après, évidemment, il y a des frontières. Mais écoutez-moi, il faut faire un bon usage des frontières. Au lieu de cibler les gens, il vaudrait mieux cibler les marchandises. Parce que si on n'essayait pas de déverser toutes nos marchandises sans droit de douane sur tous les pays, les gens pourraient rester chez eux et produire ce qu'on leur importe. Autre question sur le sujet, sur l'aide médicale d'État. Faut-il revoir le panier de soins? Et est-ce qu'une carence pourrait être introduite pour les demandeurs d'asile avant de bénéficier de la protection universelle maladie? Vous vous rendez compte de la sottise d'une telle proposition? Parce que vous pouvez demander des papiers à une personne, mais pas aux microbes qu'elle contient. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on veut dire? On va dire, bon, on ne fera pas d'aide médicale, si vous ne pouvez pas vous soigner, ben, tant pis. Vous n'avez qu'à contaminer tout le monde. C'est absurde. Il faut soigner les gens malades. Et on l'a toujours fait. Et on le fait dans tous les pays d'Europe. Parce que là aussi, j'ai entendu des comparaisons que je trouve ridicules. On dit, ben voilà, en France, on donne tant, mais tous les pays d'Europe font pareil. Sauf que nous faisons un recensement d'État, des aides de l'État. Et dans d'autres pays, on ne le fait pas, parce que ça passe par des aides des associations caritatives. L'État aide les associations caritatives, et elles-mêmes prennent en charge les gens. Donc il faut faire des conditions qui soient réalistes. Mais je vais vous dire quand même une chose. Il va falloir qu'on réfléchisse aux grandes questions que vont poser les migrations liées au dérèglement climatique. Ne croyez pas qu'on va pouvoir fermer les yeux là-dessus. Alors évidemment, l'Europe est protégée aujourd'hui. À peine 17% des flux mondiaux de migration arrivent en Europe. C'est à peine 17%. Tout le reste, c'est entre pays du Sud. Alors les gens qui se frottent les mains en disant aux gens qu'à se débrouiller, ils ne se rendent pas compte que ça déstabilise tous les pays et que du coup ça crée des flux de migration à l'intérieur des pays et entre ces pays et les nôtres. Et par conséquent, il faut faire une grande révision générale de cette question de d'où partent les gens et pourquoi ils en partent. Pourquoi personne n'en parle? En tout cas, les discussions vont être menées à l'Assemblée et notamment au Sénat. Si cette base, ça va très mal commencer parce que d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? Vous pouvez me dire? Alors, ça va recommencer le grand cirque. On va exciter les gens, leur faire peur, les affoler, au lieu de traiter ça d'une manière rationnelle comme ça doit être fait. Et le fait que Marine Le Pen puisse s'exprimer, c'est une bonne chose selon vous? Elle fait partie du paysage politique de ce pays. Son parti n'est pas interdit. Elle a des élus. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Si elle est là et qu'elle a quelque chose à dire, qu'elle le dise. Moi je me fais fort de lui montrer que ça ne tient pas debout ce qu'elle raconte. Que c'est seulement de l'agitation pour exciter des peurs. Si vous le voulez bien, on en vient à un autre sujet. Pardon, je peux dire un mot de plus. Voilà. Moi, je vais vous dire, la solution, à part traiter les gens pour qu'ils restent chez eux, c'est aussi, quand les gens sont là, d'éduquer. D'éduquer, d'éduquer et d'éduquer encore. C'est-à-dire de l'école partout, pas de petits gamins abandonnés, pas de classes surchargées quand il s'agit d'apprendre le français en arrivant. Il faut aimer la France, il faut croire qu'elle est capable de faire France de tout bois, et elle l'est. Regardez-moi qui suis l'ultra-patriote jacobin, eh bien, je suis un enfant de l'immigration, je suis un maghrébin européen, originaire de grands-parents espagnols et italiens. Et comme moi, combien? Et nous aimons passionnément notre patrie. Alors pourquoi les autres n'en feraient pas autant? Bien sûr qu'ils en feront autant. L'école, encore du soin des autres, et vous verrez que tout ira mieux. Plus d'amour, moins de haine. On en vient à un autre sujet de la semaine, la manifestation des policiers. 27 000 selon les organisateurs dans les rues. Quasiment tous les syndicats ont appelé à se rejoindre pour dénoncer les conditions de travail, le mal-être. Vous les soutenez, Jean-Luc Mélenchon, ces policiers? J'aurais du mal à soutenir des organisations qui ont organisé sans déclaration préalable une manifestation dans le siège de mon mouvement. Je pourrais aussi dire que je ne peux pas accepter que des gens qui se sont si mal comportés à mon égard, qui utilisent le moindre de mes mots sortis de son contexte, qui font donc preuve d'une malhonnêteté intellectuelle absolue, qui ont, comme on l'a vu dans une vidéo récente, pointent des journalistes du doigt pour les faire arrêter, j'aurais du mal à approuver ce type de comportement. Maintenant, oui, il y a un problème dans la police, mais je distingue le problème qui est posé dans la police d'avec l'expression politique
qu'en donnent des syndicats qui vont 10 fois trop loin. Je veux dire, un des syndicats, le syndicat Alliance, a menacé les juges. Enfin, on ne peut pas avoir un corps d'autorité qui menace les juges dans un pays. On peut se fâcher avec les juges, mais de là à les menacer, non. Et de la même manière, ça n'a pas de sens de venir manifester devant un siège parce qu'on a entendu un mot à la télé, on ne s'est même pas soucié de vérifier. Justement, c'est l'occasion là maintenant de poser un peu les choses. Je vais les remettre dans le contexte. Oui. En marge d'une manifestation contre la réforme des retraites, un manifestant est venu vers vous. Vous ne saviez pas que vous étiez filmé à ce moment-là. Et il est venu pour vous interpeller sur les violences policières qui ont émaillé les manifestations des Gilets jaunes. Et vous avez répondu, ce sont des barbares, soyez prudents parce que s'ils ne s'arrêtent plus maintenant, samedi, si j'y avais été, ils me tuent. C'est le temps de l'explication. Qu'avez-vous voulu dire? Barbare, ça signifie quoi? Non, mais d'abord, je veux dire que c'est une méthode qui est insupportable. On avait organisé un service d'ordre pour que plus aucune caméra ne m'approche quand je parle avec des gens comme ça. Parce que maintenant, c'est compris le coup. On prend un mot, je suis un homme qui a la parole facile. Bon, et puis je m'adressais à quelqu'un qui me parlait presque en ami. Et je lui disais attention, fais attention, parce que vraiment maintenant, c'est dangereux. Il faut quand même vous rappeler, si c'est ça la question, oui, je désapprouve le fait que 25 personnes aient été éborgnées, et je ne crois pas que ce soit totalement par accident. Peut-être que ça puisse produire une fois ou deux, mais il y a un viseur sur l'équipement. Oui, je suis contre les grenades de désencerclement. Et cet homme me parlait de la manifestation du samedi. Le samedi précédent, il y avait eu une manifestation, c'est la marche climat, et à peine s'était-elle constituée qu'elle a été arrosée de gaz lacrymogène et de grenades de désencerclement, provoquant des troubles et des peurs telles que l'association qui a organisé cette manifestation a mis sur pied une structure d'aide psychologique pour les gens qui ont été traumatisés ce jour-là. Par conséquent, prendre un mot dans la conversation et me l'attribuer à toute la police, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Maintenant, celui qui a tiré sur Zineb Redouane, oui, c'est un barbare. Celui qui a tiré délibérément sur des gens pour leur crever un œil, ce sont des barbares. Et je ne retirerai pas le mot s'appliquant à ces personnes. Mais l'étendre à tous les fonctionnaires de police, pourquoi le ferais-je? Ça n'a pas de sens. Vous comprenez que ça ait pu heurter certains? Non, ce que je comprends, c'est que ça a intéressé les médias de prendre un mot pour créer du buzz, faire des plateaux où on discute sans dépenser un rond d'une phrase de M. Mélenchon, qui est l'homme à abattre de ce pays, sur lequel chaque phrase, chaque mot donne lieu à des débordements. Mais moi, si vous voulez connaître ma ligne politique sur la police, invitez-moi à une émission, invitez mes camarades, ils l'ont fait. Alors, votre ligne, dans votre livre, le voici à nouveau, et ainsi de suite, un procès politique en France, vous dites « Ma culture politique personnelle ne fait de moi ni un anti-flic, ni un anti-magistrat. Au contraire, ma religion républicaine me les faisait voir comme les serviteurs d'un idéal que je révère. Les choses ont-elles changé ?» Oui, bien sûr, beaucoup, parce que... Oui, c'est vrai, j'étais comme ça. D'ailleurs, on m'a moqué dans mon milieu, pas dans le vôtre, mais pas dans le milieu médiatique, je veux dire, mais dans mon milieu, on me disait « Oh là là, Jean-Luc... bon, voilà, je crois à tout ça, je croyais à tout ça, à la justice, et la ça police. A changé. Ah bah oui, fondamentalement. Quand je vois vous êtes anti-flic, parce que c'est ça... Non, mais anti-flic, ça veut rien dire, c'est une trouvaille... bon, ça veut rien dire anti-flic, dans quelle société il n'y a pas de police. Tout dépend de la doctrine d'emploi de la police. On a connu dans ce pays une période où... ça s'appelait gardien de la paix. Maintenant, on se fait des gargarismes. Mais les forces de l'ordre, mais de quel ordre vous parlez? Ils créent un désordre incroyable dans la rue. Ou alors on dit le maintien de l'ordre. Avant, on parlait de tranquillité publique. Avant, on parlait de gardien de la paix. Moi, je crois à ça. J'ai connu, au moins dans les films, une période où les policiers qui avaient dans la rue, ils avaient, dans le plus dur des cas, une matraque, et le reste du temps, ils avaient une pèlerine avec laquelle, de temps à autre, ils tapaient les gens pour les disperser. Donc tout dépend de la manière dont on utilise la police. Et il y a une conception républicaine de la police. C'est une conception où le policier est intimement lié à la population. C'était la police de proximité. Et le policier est en quelque sorte une espèce de curé de la République, en quelque sorte, parce qu'il a une ligne ferme, le respect des droits de l'homme. Le grand ministre de l'Intérieur, qui a été Pierre Joxe, avait fait tout un travail dans ce domaine, et je déplore qu'on y ait renoncé. Quant au juge, comment voulez-vous que je vous dise? Comment puis-je continuer à adhérer, à avoir une adhésion à un système où je peux être dénoncé par le parquet, auditionné par une police, et que c'est le même parquet qui m'envoie au tribunal et la même police qui vient témoigner et demander des dommages et intérêts? C'est plus de la justice. Alors, on ça. va en venir au procès, justement, Oui. Mais j'ai encore une question par rapport à ces mots. On l'a dit, c'est le moment de poser les choses. Oui. La phrase aussi qui a interpellé, c'est « Si j'y avais été, ils me tuent, ils attendent le prétexte ». Ça signifiait quoi, ça, exactement? Je ne parlais pas des mêmes gens, et évidemment, comme on prend une conversation entre un homme et moi, on ne sait pas ce qu'on s'est dit avant, on ne sait pas si on se connaît ou pas, vous n'en savez rien, personne ne s'est posé la question. On ne s'est pas non plus posé la question de savoir pourquoi vous parlez de ça, parce que avant ça, j'ai passé 3 quarts d'heure, je crois, non, j'exagère, mettons une demi-heure,
à parler avec une dame d'enseignement professionnel, il n'y en a pas eu un mot dans la presse. Mais là, le mot saignait, il permettait de faire du buzz. Donc, ce n'est pas une déclaration, madame. Je voudrais quand même vous le rappeler. Je parle avec quelqu'un, je ne sais pas. Vous ne savez pas que vous êtes filmé. Ce n'est pas, et avec cette personne, je ne passe pas mon temps à détailler, à nuancer. Bon, voilà. Mais avec cette phrase, il y a eu cette impression que vous sentiez ciblé, persécuté. D'abord, il y a deux choses qu'il faut que vous considériez. Premièrement, que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont ciblés. La preuve, on a vu un dirigeant syndical cibler un journaliste et faire en sorte qu'il soit immédiatement intercepté. Donc ne me dites pas que ce n'est pas vrai, ça existe. Deuxièmement, je voudrais rappeler que j'ai fait l'objet d'un projet d'assassinat par 10 personnes, qui comptaient d'ailleurs aussi tuer Castaner pendant qu'ils y étaient. Et que sur ces 10 personnes, il y en a encore 6 qui sont en prison, ce qui prouve que leur cas était sérieux. Mais est-ce que tout ça est lié ? Vous voulez dire, est-ce que je suis mort? Non, je suis là. Non, est-ce que tout ça est lié avec ces mots C'est lié avec une ambiance, bien sûr. Bien sûr que c'est lié à une ambiance. C'est lié à une ambiance où on me désigne comme le mal absolu, comme l'homme qui est d'une agressivité permanente, parce que, étant méditerranéen, je parle avec les mains et je n'ai pas d'autre figure que celle que j'ai là, qui exprime beaucoup de choses souvent en même temps que je parle. Et donc, en me désignant de cette manière, bien sûr, on me met en danger. Et je me suis senti de nombreuses fois en danger parce que je ne raconte pas ma vie pour pas inciter et suggérer des vocations. Mais il règne dans ce pays une ambiance qui est très malsaine de violence. On en vient maintenant au procès. Vous l'avez déjà effleuré le sujet. Quelques jours maintenant se sont écoulés. Vous estimez toujours que c'est une victoire morale, la réquisition? Ah ben oui. Et pourquoi? Parce que, si vous voulez, au début, c'était l'affaire du siècle, quoi. Je m'étais opposé à une perquisition, j'aurais voulu l'empêcher, ce qui n'est pas vrai. Je n'avais aucun intérêt à l'empêcher. Je n'ai aucun intérêt à empêcher quoi que ce soit, d'ailleurs, dans ce domaine. Et puis, alors, il y avait une grosse agitation. Pendant plus d'1 an, l'émission Quotidien, tous les soirs, a montré mon image avec les yeux exorbités, parce que j'étais vraiment très en colère, toujours là. Mais une colère qui est maîtrisée. Enfin, j'ai 68 ans, je suis capable de maîtriser tout, mes colères et mes joies. Et donc, j'étais dans cette situation, et puis on avait fait toute une affaire. Les policiers et les magistrats, avec beaucoup du parquet, avec beaucoup d'esprit sournois et manipulateurs, ont fait des auditions en pleine campagne européenne. Les procès-verbaux de ces auditions, qui normalement ne doivent pas sortir, c'est illégal. Vous savez qu'un ministre vient d'être condamné pour avoir fait sortir un procès verbal d'audition. Moi non, personne n'est jamais condamné, il n'y a jamais aucune enquête, même quand je porte plainte. Ils l'ont fait en pleine campagne électorale, publié quelques jours avant le vote. Et puis tout ça, à la fin quoi? On arrive à une dizaine de policiers qui demandent des dommages et intérêts parce que les malheureux ont été tellement perturbés par mes cris qu'il aura fallu 7 jours d'arrêt maladie. Jean-Luc Mélenchon, certains estiment que le fait que les réquisitions sont peut-être moins importantes qu'elles auraient pu l'être, le fait que les images aient été diffusées en début de procès, montre qu'il ne s'agit pas là forcément d'un procès politique. Écoutez, un procès sans raison, sinon des raisons politiques. Parce qu'au point de départ, je suis le seul à avoir fait l'objet de toutes ces manœuvres. Sur les dossiers des assistants parlementaires, des députés européens, nous avons été dénoncés par une élue d'extrême droite. 17 personnes sont dénoncées, je suis le seul à faire l'objet de perquisitions. Il y a 6 personnes qui sont dénoncées pour leur compte de campagne présidentielle. Je suis le seul à être retenu et à être perquisitionné. J'ai quand même le droit de me poser des questions. Ensuite, j'arrive dans le tribunal. Alors on me dit, ah ben vous voyez, finalement, les peines ne sont pas aussi lourdes que celles que vous imaginiez. Mais alors pourquoi m'a-t-on fait venir? Pourquoi je suis jugé? Si on me présente comme un animal agressif et dangereux, au point qu'un policier avait sa main sur son arme pendant l'événement de la perquisition et qu'il a cru qu'on voulait lui prendre son pistolet, n'est-ce pas? Eh bien, il fallait demander mon inéligibilité, je l'ai dit au juge. Pourquoi vous ne demandez pas mon éligibilité? Vous ne le faites pas. Donc, vous n'y croyez pas vous-même. Quant au fait non, mais vous vous rendez compte qu'on me dit 3 mois avec sursis. Vous prenez ça à la rigolade, pas moi. Parce que 3 mois avec sursis, j'ai pas volé une mobilette. Je n'ai rien volé du tout d'ailleurs. Pourquoi j'aurais 3 mois avec sursis? Parce que j'ai crié sur mon palier. Et ça veut dire que pendant 5 ans, n'importe qui peut me prendre n'importe où pour rébellion. Donc c'est une épée de Damoclès selon vous. Vous espérez la relaxe malgré tout? Ah ben bien sûr, parce que je n'ai cherché aucunement à empêcher la perquisition. Le parquet l'a menée en dépit du bon sens, d'une manière au-delà de la limite de la légalité. Et je pense qu'il faut bien faire attention, c'est un peu compliqué pour les gens. Le parquet, le procureur et le juge qui juge, le juge du siège, c'est pas les mêmes carrières, ils n'ont pas les mêmes intérêts, ni le même rapport à la loi. Les uns et les autres. L'un est un accusateur public, c'est normal, il fait son travail. L'autre juge pour savoir si l'accusation
est fondée et deuxièmement, à quoi elle correspond dans les textes. Quant au fait que ce soit un procès politique, certains ont estimé que vous en aviez fait un procès politique. Et je vais citer à nouveau votre livre, si vous le permettez, sur le lawfare, cette instrumentalisation délibérée de la justice et de la police que vous évoquez longuement et on va en reparler. Vous dites que le lawfare est une guerre judiciaire, médiatique, psychologique. Il ne faut donc jamais renoncer à mener cette bataille comme une bataille politique. Vous le dites, vous, Jean-Luc Mélenchon. Vous avez fait de ce procès une bataille politique. Oui. Est-ce que vous en avez fait, vous aussi, un procès politique? Mais c'est quand même incroyable. Alors, autrement dit, je vais vous donner un exemple terrible. Hein. Alors, vous, madame, vous allez aller au pied de la croix et vous allez dire au Christ, vous ne regrettez pas vous en faites une affaire politique de votre crucifixion? Mais c'est moi qu'on crucifie, c'est moi qu'on poursuit en justice, alors qu'il n'y a aucune raison de le faire. On le fait purement pour des raisons politiques. Et on ose après me dire, vous menez une guerre psychologique et politique. Mais bien sûr, je me bats. Lula, s'il ne s'était pas battu au Brésil, eh bien, aujourd'hui, il n'y aurait pas eu tout ce qu'il y a eu depuis. Il y a eu notamment la révélation du fait que c'était un coup monté. C'est un coup monté, cet homme est en prison depuis 526 jours. Il aurait mieux fait de se défendre dès le début en disant « c'est une guerre politique qu'on est en train de me faire ». Je poursuis la phrase que je citais, vous dites que c'est un rapport de force, le lawfare, jusqu'à ce que la réputation de l'adversaire devienne aussi discutée que celle de l'accusé sans preuve. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de faire aussi avec Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, Christophe Castaner? Il n'y a pas qu'elle, parce que Nicole Belloubet, c'est bien sûr, c'est le personnage central, c'est elle qui ou ne fait rien, ce qui est le cas à 50% le plus vraisemblable. C'est quelqu'un qui ne dirige pas l'administration, qui n'est pas ministre de la Justice, elle est peut-être ministre de la Loi, mais c'est tout. Et puis quand même les réseaux, je ne sors pas de l'œuf, hein, je suis capable d'analyser qui est quoi dans toute cette affaire. Oui, d'ailleurs, on va en faire un documentaire. Alors oui, je la montre du doigt, je la désigne, je l'accuse, elle est responsable de tout ça parce que c'est elle la ministre. Mais le juge Perrot, tout de même, celui qui vient faire la perquisition chez moi, je le retrouve en photo à côté du juge Moreau, qui est maintenant ministre du président d'extrême droite du Brésil. Et il vient pourquoi? Pour faire des échanges de bonnes pratiques. Vous pouvez me dire quel genre de bonnes pratiques ce juge a l'intention d'échanger avec le ministre de la Justice du Brésil? J'aimerais bien savoir qu'on me dise de quoi il parle, à part faire un voyage sympa au Brésil. Sur le lawfare, ça en est où, ce réseau international que vous avez annoncé dans les colonnes du JDD il y a quelques semaines? Ça avance, ça va donner quoi? Ce sera quoi? On y travaille tous parce qu'il y a plusieurs équipes dans plusieurs pays qui sont en train de défendre des cas et en même temps on veut se regrouper entre nous pour échanger des bonnes pratiques, comment combattre efficacement. Ce que je peux vous dire, c'est que partout où je suis passé, tout le monde m'a dit qu'il faut se battre. Et depuis le procès, vous avez eu des messages de soutien de Lula ou d'autres, hein? Oui, de partout. Si vous voulez, ma situation est singulière. En France, la gauche traditionnelle me regarde de loin, à l'exception du groupe communiste à l'Assemblée nationale qui m'a soutenu. Tous les autres ne se prononcent pas, espèrent secrètement que je me casse la figure parce qu'ils se disent du coup ça va libérer le paysage. Et bon, il y a ça. Les associations de défense des droits de l'homme apparemment ne s'intéressent pas à tout ça. Donc je suis dans une situation un peu curieuse. Dans tous les autres pays du monde, il y a au contraire un front uni qui se crée, qui était traditionnel. Hein. En France, bon, le NPA m'a soutenu avec beaucoup de courage parce qu'ils sont tout seuls. Non, on a l'impression en France qu'il y a une espèce de dislocation des valeurs traditionnelles de l'ancienne gauche et de l'ancien syndicalisme, parce qu'avant on serrait les coudes quand il y avait des procès. Ici, vous voyez, quand on me tape moi, si on peut me taper moi avec des méthodes politiques, on peut ensuite taper plus facilement un syndicaliste. Ici dans les Bouches-du-Rhône, il y en a 3 qui viennent d'être condamnés la semaine dernière. Pourquoi? Parce qu'ils distribuaient des tracts à la porte d'une raffinerie. Et ils ont été au départ mis en cause, le juge a écarté cette mise en cause, parce qu'ils faisaient une manifestation contre le local d'un groupe d'extrême droite ici à Marseille. Vous vous rendez compte où on en est arrivé? Les jeunes gens qui décrochent les tableaux du président de la République. Bon, d'accord, il ne faut pas décrocher les tableaux dans les mairies, on a compris, mais c'est une action politique à contenu humoristique. Ouais. Il faut que ce soit les juges qui, maintenant, les juges du siège, démentent les juges du parquet qui, eux, voudraient qu'il y ait de la prison ferme, des amendes, qu'on tue les gens sous les amendes. C'est absurde. Dernière question sur le sujet. Nicolas Sarkozy a, lui, été, vous savez, renvoyé en correctionnel dans l'affaire Big Malion. Son entourage dénonce en quelque sorte une forme d'acharnement. Vous estimez que lui aussi, il est dans l'œil de la justice politique? Je ne connais pas assez bien son dossier, mais je veux quand même dire franchement que dorénavant, je me méfie. Avant, je faisais comme tout le monde. C'est-à-dire que bon, on me disait, il y a un problème, je disais, il n'y a pas de fumée sans feu, des choses comme ça. Maintenant, je sais que si, il peut y avoir aucun feu et une fumée purement et simplement inventée. Vous savez, le processus est toujours le même. Une personne détraquée au point de départ, on va dire perturbée, pour pas que le mot fasse encore perturbée, de la presse qui s'agite dessus, et un juge qui dit, tiens, il y a un problème, donc j'interviens. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à M. Sarkozy? Moi, je ne suis pas en état de le dire, je n'ai pas suivi son affaire. Mais honnêtement, je vais regarder ça différemment à présent. Mais je voudrais quand même vous dire une chose qui m'a blessé.
Quand j'ai parlé de procès politique, j'ai présenté des arguments. J'ai essayé d'expliquer pourquoi j'ai même fait un livre. Et ensuite, j'ai vu qu'il y avait une mode, c'est curieux, hein, dès qu'il y a eu notre appel qui est paru dans la presse contre le procès politique, aussitôt, toutes sortes de gens ont été convoqués. Des gens du MoDem, des gens de droite. Et puis alors, aussitôt, il y a eu une mode journalistique à consister à dire « Oh, tout ça, c'est tout du pareil au même ». Et on m'a mis dans le même sac que M. Balkany, par exemple, qui lui a été bel et bien condamné, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les motifs dont on m'accable moi. Ce procès, on a eu l'impression que ça aurait pu être une fin avec l'inéligibilité avec vous. Et puis maintenant, on a l'impression que c'est quasiment un nouveau départ pour vous. Alors, du coup, la suite. De quoi? La suite, pour vous, c'est quoi? Ben, j'attends. J'allais parler politique, mais si vous voulez parler du procès... Non. Non, sur les municipales alors. Du coup, avançons. Prochaine échéance pour vous? Non, je ne serai pas candidat au municipal, ni ici à Marseille, ni nulle part ailleurs dans le pays. Et pas de liste. Voilà, il n'y aura pas de liste les Insoumis. Il n'y aura pas de liste insoumise parce que ce n'est pas notre ligne. Notre ligne est que chaque élection doit servir à élever le niveau de conscientisation de notre peuple et sa capacité d'auto-organisation. Alors, il peut contester ce concept, mais c'est le nôtre. Hein. Je rappelle que nous sommes le parti de la révolution citoyenne. Hein. Nous ne sommes pas un parti social-démocrate traditionnel, ni un parti communiste. Nous sommes un parti de révolution citoyenne, c'est-à-dire de la récupération du pouvoir par les citoyens. Les élections municipales sont un moment important pour cette récupération du pouvoir. Alors, notre stratégie est assez compliquée parce qu'on voudrait arriver à unifier, d'une part, toutes les formes d'organisation de la population, des collectifs. Ici à Marseille, il y en a plein. Il y a le collectif des mal logés, il y a les collectifs dans les cités qui se battent qui pour de l'eau pure, les autres contre les punaises de lit. Il y a des collectifs partout de citoyens et chaque fois, la question qu'ils posent, c'est celui du pouvoir. Donc, il faut faire ces collectifs. Et puis, il y a les organisations politiques. On ne peut pas les balayer d'un revers de main, ce serait injuste. Donc il faut arriver à grouper tout ça. C'est une alchimie très difficile. Ici à Marseille, par exemple, Europe Écologie Les Verts ne veut pas venir dans ce rassemblement des collectifs et des organisations. Au-delà de ça, ailleurs en France, avec quel parti politique vous pourriez vous retrouver? Ça, c'est aux gens de le dire sur le terrain. On a fixé Il n'y a pas de ligne rouge? Bah, bien sûr, on n'ira pas faire de liste avec le Front National, on n'ira pas faire de liste avec des gens qui ne partagent pas nos conceptions. Je vais vous donner un exemple. Nous sommes pour la propriété publique de l'eau. Nous pensons que l'eau va devenir un bien de plus en plus précieux, de plus en plus rare. Je pense que les Insoumis seront le parti de l'eau, l'eau gratuite, l'eau pure, l'eau protégée. Bon, on ne va pas aller faire des listes avec des gens qui sont pour que les entreprises privées s'occupent de l'eau dans les villes. On va le faire avec des gens qui veulent des régies publiques de l'eau. Et je pourrais prendre comme ça des exemples. Au fond, si vous voulez, le tri, ce n'est pas une condamnation par l'étiquette. Hein. On ne va pas dire tout ce qui porte cette étiquette, on n'en veut pas. Regardez ce que proposent les gens. Et vous savez, le tri se fait tout seul. Hein. Et pour la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, vous y pensez? Bah, beaucoup disent qu'ils y pensent en ce moment. Est-ce que vous y pensez? J'y suis bien obligé, parce que j'ai déjà été 2 fois candidat, puis qu'on n'arrête pas de me parler de ça. Il y a des gens qui croient que c'est un pur enchantement d'être candidat. Et non, être candidat est une souffrance terrible, c'est un boulot incroyable. Si on est élu, c'est encore plus de travail. Auparavant, il faut passer par les égouts, parce que les campagnes électorales se sont transformées en des égouts maintenant. Il y a toutes sortes de choses basses, viles, qui attaquent les personnes plutôt que les idées. Donc franchement, je ne me lève pas le matin en pétaradant d'allégresse à l'idée de remonter sur la croix. C'est pas mon idée. Mais c'est pas exclu. Et est-ce que vous donnez une deadline, comme on dit, pour donner votre décision? Si c'est exclu, ça va soulever tellement de problèmes que je n'aurai rien fait d'utile. Si je dis je vais y aller, c'est pas vrai parce que je n'en sais rien. Je ne sais pas ce que sera la situation dans 2 ans ou dans 3 ans. Quand pensez-vous vous décider? J'en sais rien, on verra bien. Il faut voir d'abord, si vous voulez, mes indicateurs pour moi, c'est le niveau d'auto-organisation qu'il y aura dans notre pays. Pour l'instant, la pente est plutôt à droite et à l'extrême droite. Elle n'est pas de notre côté. Et puis, comme toute la gauche traditionnelle ne fait pas grand-chose pour arranger les choses, et maintient comme ça des vindictes contre les uns et les autres, bon, c'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est la manière avec laquelle la jeune génération et la masse des Français commencent à percevoir qu'il y a des biens communs qu'il faut défendre, l'eau, l'air, etc. En tout cas, ça, c'est très intéressant. Il y a un combat que vous allez certainement mener d'une manière ou d'une autre, celui contre la réforme des retraites, j'imagine. Oui. Vous avez regardé peut-être Emmanuel Macron, il a tenté à Rodez de rassurer avec cette pas de pension en dessous de 1 000 €, l'âge légal de 62 ans sera garanti, des règles d'or, etc. Mais il dit aussi, il met en garde, il ne faut pas se mentir, il faudra cotiser plus. Votre réponse? Alors c'est un tel embrouillis de propositions que pour les démêler, il faut être un spécialiste. D'abord, commençons par dire à quel point est choquant un numéro pareil. Ça fait la 2e fois qu'il organise des grands débats, comme il dit. On croirait qu'il n'y a plus qu'une personne dans ce pays qui décide, lui. Et alors il parle interminablement pendant 3 heures. Donc il faut rester 3 heures scotché devant l'écran à noter ces dernières trouvailles.
Bon, alors il a dit que l'âge ne changerait pas, l'âge de la retraite. C'est la belle affaire. S'il y a une décote des retraites à l'âge pivot, comme il dit, bah, ça revient à changer l'âge de la retraite. Ça veut dire que les gens devront travailler plus longtemps pour toucher leur retraite à taux plein, c'est-à-dire 75% de leurs revenus antécédents. Mais lesquels, avant, on calculait sur les 25 meilleures années, dans la fonction publique sur les 6 derniers mois, la suite, ça sera quoi? On n'en sait rien. Donc ce qu'il dit ou rien, c'est pareil, parce qu'il est en train d'enfumer. C'est un énorme exercice d'enfumage. Or, il est en train de détruire le système français né de la libération, c'est-à-dire la retraite par répartition, au profit d'un système à points qui, lui, n'a rien à voir avec ça. Et il a annoncé, il y a quelque chose que tout le monde peut comprendre, il dit, ben voilà, aujourd'hui, les retraites, c'est 14% de la richesse totale du pays, hein, et ben ça restera 14%. Alors si vous êtes plus nombreux à être en retraite, vous partagerez des parts plus petites du gâteau. Il y a la question du financement aussi du régime. On attend les préconisations en novembre, je crois, les chiffres du Conseil d'orientation des retraites. Et Emmanuel Macron dit s'il manque plusieurs milliards, il va falloir faire des mesures pour financer. Il n'est pas important cet équilibre-là, et est-ce qu'il faut le laisser aux générations suivantes? Pour commencer, l'équilibre aujourd'hui, il est réuni. On nous dit que c'est, je ne sais pas en quelle année, qu'il y aura un déséquilibre. Mais pour l'instant, le régime est en équilibre. Puis après, écoutez, il faut être si on donne les chiffres, il faut les donner tous. Un point d'augmentation des salaires, c'est 2,5 milliards qui rentrent dans la caisse des retraites. Si les femmes étaient payées comme les hommes pour les mêmes tâches, on paie la retraite à 60 ans avec 40 annuités de cotisation. Donc il ne faut pas sortir que les chiffres qui arrangent les ficheurs de pagaille qui veulent détruire un système. Est-ce que vous appelez à renforcer encore les manifestations, à les unifier aussi, les syndicats? On a beaucoup de travail, oui, sur la planche. Il faudrait que les syndicats se mettent sérieusement au travail, puisqu'ils ont discuté le fait que nous, on se mêle des questions sociales, je me rappelle, au moment du Code du travail. Le résultat n'a pas été fameux, hein. Le Code du travail a été détruit et il ne s'est rien passé. Et depuis, on a quand même vu beaucoup d'échecs. La mobilisation sur la fonction publique, c'est une des plus pitoyables qu'on ait vues depuis fort longtemps. Parce que tout ça se passe à coup de journées d'action sans suite, dans une désorganisation et une désunion qui est lamentable, parce que tout le monde y perd dans cette affaire. Donc je crois qu'on a besoin d'unité et de détermination. C'est-à-dire, il faut dire clairement, si le système des retraites doit être amélioré, ça doit être pour améliorer la condition des retraités, et ça doit être pour avancer l'âge du départ. Parce que voyez-vous, depuis qu'on fait travailler les gens de plus en plus longtemps, l'espérance de vie pure et simple, cesse de progresser alors qu'elle a progressé pendant des générations. Et l'espérance de vie en bonne santé, elle recule. Aujourd'hui, c'est 64 ans pour les femmes, 63 ans pour les hommes. Quand vous mettez une retraite à 67 ans, à taux plein, comme vous avez une carrière discontinue, il n'y a pas besoin d'être un aigle en mathématiques pour comprendre que pendant 4 ans, vous allez avoir quelqu'un de malade à qui on dit qu'il faut aller au travail. Tout le monde comprend ça. Donc si l'espérance de vie est à 63 ans en bonne santé et qu'à 67 ans seulement vous avez votre retraite à taux plein, ça veut dire qu'il y a des gens dans des bureaux qui n'ont pas compris, qui condamnaient des gens à aller au travail malades. Et bien ça, moi je ne l'accepte pas. On peut améliorer la condition des retraités. Et c'est une bonne chose qu'il y ait beaucoup de retraités. C'est des gens disponibles. Merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon d'avoir été notre invité sur LCI. Merci Jean-Luc. Pas tout à fait 1 heure, mais presque, et c'est beaucoup pour celui qui, au début de cet entretien, disait vouloir fuir une certaine ambiance médiatique. Pas LCI, donc, à qui, vous venez de l'entendre, Jean-Luc Mélenchon a accordé